Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport sur TV 78. L'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un amoureux de sport local. Aujourd'hui, comme toujours, il y aura des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et croyez-moi, ils sont en pleine forme. Présentation de cette magnifique équipe. On commence à ma droite. Musique, c'est l'un des piliers de cette émission. C'est un pistard de niveau international et il était champion du monde de cyclisme sur piste Masters. Il est spécialiste cyclisme, mais il s'y connaît vraiment dans tous les sports. Mesdames et messieurs, le capitaine Yann Dujarrier est avec nous. Bonsoir Mickaël. Une heure. Je m'y connais dans tous les sports. Je suis passionné par le sport, je m'y connais pas dans tous les sports non plus, il faut pas pousser. Oui, c'est pour la présentation. Vous êtes gentil. Glorifier un peu. Merci Mickaël. Merci, vous flattez mon ego. Rassure-moi, vous vous y connaissez quand même en cyclisme. Un petit peu en cyclisme. Légèrement. Ouais. Et d'ailleurs, on a une course en ce moment. Une course. Il y a une course, il y a une des classiques belges qui se déroule en ce moment. Bien sûr, pas sur le plateau, pas autour des studios, ouais. Non. Je précise. On passe de l'autre côté, musique. C'est lui aussi une légende vivante. Il ne lâche jamais rien dans l'arène. Si on parlait sport, il est préparé, il est affûté comme jamais, tel un esthète romain. Notre gladiateur Pierre Chevalier est avec nous. Salut Mickaël, salut les amis. Et vous nous venez de Versailles. Oui, pas très loin du plateau, traverser les plaines, peau de bête, cheval, glaive, affûté comme jamais, comme une dague. On voit que vous êtes en pleine forme, c'est parfait. Oui. En pleine forme au pluriel. En pleine forme. Je vous retiens. On passe de l'autre côté, musique. C'est un petit nouveau, mais il devient de plus en plus grand. Il honore déjà sa 5e sélection dans cette émission. Il est responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France. Il adore le sport, il est amoureux du sport. Mesdames et messieurs, Philippe Volac nous fait l'honneur de venir dans cette émission pendant 1 heure. Bonjour à tous, toujours un plaisir. Et à fond les Yvelines, parce que voilà, encore ce week-end, j'avais les Yvelines avec moi au Stade de France. Et donc ça fait plaisir. Ouais, vous côtoyez tout le temps les Yvelines en fait. Oui. Je crois que je vais déménager dans les Yvelines. Un beau département. Merci. On termine de l'autre côté, musique. C'est également une star mondiale. Des milliers de fans l'adulent à travers le monde. Il est une icône du sport. Ses coups de gueule sont mythiques. Ses analyses sont à chaque fois pertinentes. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de Plaisir, est avec nous pendant 1 heure. Bonsoir Mickaël, bonsoir les amis. Tout va bien. Comment allez-vous ? Petit problème au dos, mais sinon ça va. Un problème au dos ? Oui, c'est peut-être l'héritage du rugby. On fait les vilains vieux. Comme ça commence à payer, quoi. Ça commence à payer, mais pas du bon côté. Tu payes l'addition. Rien à voir avec le resto de ce midi. Non, j'ai mangé un petit jambon beurre. Je tenais à remercier d'ailleurs pour l'invitation. Voilà. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va parler de natation. Ce dimanche 19 mars, l'ambiance était au rendez-vous à la piscine Le Dôme à Saint-Germain-en-Laye. Pour la première fois depuis 2019, l'Île-de-France a accueilli un grand meeting de natation, le Giant Open, avec plusieurs têtes d'affiche françaises. Les tribunes étaient remplies avec plusieurs centaines de personnes dans les tribunes. On écoute les réactions. Je voulais voir tous les nageurs que j'aimais et comme je suis nageur, je voulais peut-être essayer d'améliorer ma technique en fonction de comment ils nagent. Parce qu'on habite pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, c'était l'occasion de pouvoir voir des athlètes qu'on verra peut-être pas au JO. On est venu tout simplement pour voir des performances simplement hors normes et mondiales et c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir ça aussi près de nos proches chez soi. Alors ce nouveau format de compétition a d'ailleurs été très bien accueilli par les nageurs. Les 2 têtes d'affiche françaises, Maxime Grousset qui a remporté le 100 mètres nage libre en 48,50 ou encore Charlotte Bonnet, nouvelle record woman sur le 100 mètres brasse. On les écoute. C'était une super ambiance là pour ma finale. Tout le monde m'a super bien encouragé, je l'ai senti. Belle piscine aussi, bien habillée, une bonne organisation sur les finales. Donc voilà, rien à dire, c'était super. C'est la première fois que je venais ici à Saint-Germain, donc très beau complexe, bien pour accueillir des meetings comme celui-ci. Et vraiment une très bonne ambiance, beaucoup de public qui nous encourage et qui sont à fond derrière nous, l'équipe de France, donc ça fait plaisir. Vu la réussite de cet événement, la piscine de Saint-Germain-en-Laye pouvait-elle prétendre à accueillir les JO de 2024 ? Quand on voit cet événement à Saint-Germain-en-Laye, oui, non, vous votez. Non pour vous Jean, non pour vous Pierre. Vous êtes tous unanimes. Non, vous êtes un peu partagés Philippe, alors pourquoi ? On va commencer par vous.
Ouais, parce que quand on parle des Jeux Olympiques, il y a plusieurs piscines pour les Jeux Olympiques. Donc c'est un peu, je veux dire, voilà, il y a à côté du Stade de France, il y a. C'est ça, donc voilà, en Seine-Saint-Denis, ça sera juste à côté du Stade de France. Et ça sera pour les épreuves plongeon, water-polo et natation artistique. Et il y aura aussi Paris Défense Arena. Ouais, voilà, c'est ça. Où il y aura les épreuves de vitesse. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est bien. Je veux dire, bon, il n'y a pas tout le gratin. Il y a tout le gratin, bien sûr, français. Bon, il manque la star des voilà, qui est Léon Marchand, donc voilà, qui est vraiment la star. Quand on regarde toutes les comment je veux dire tous les gagnants, il y avait beaucoup de Français, mais je pense que ça a été comme une réussite et c'est important. Et puis le dôme de Saint-Quentin, de Saint-Germain, pardon, avec une piscine olympique et 3 autres bassins, je pense que c'est bien, c'est bien pour promouvoir la natation. Donc pour vous, c'est bien pour promouvoir, mais peut-être pas assez pour les Jeux Olympiques. Pas assez pour les Jeux Olympiques. Et bon, moi je pense que ça aurait été préférable que la natation se passe au même endroit. On voit en ce moment même la piscine qui sera juste à côté du Stade de France à Saint-Denis, qui va accueillir du coup les épreuves de plongeon, water-polo, natation artistique. Le coût 174 millions d'euros. Yann Dujarrier, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il y aurait pu avoir des compétitions de ce type à Saint-Germain-en-Laye? Compétition olympique, bien sûr. Alors, non. Ils ont une piscine olympique, je précise. Non, le bassin est un bassin olympique, d'accord. Mais ensuite, il y a toute une structure autour. C'est-à-dire qu'il faut un bassin d'échauffement, il faut des infrastructures et puis des tribunes, tout à fait. Là, quand on voit, il y a 5 rangées de spectateurs. Je suis désolé, sur des JO, la piscine, ça doit être entre 10 et 20 000 personnes, 20 000 spectateurs. Alors, il y aura sur la piscine de Saint-Denis, justement, j'ai regardé les chiffres, 5 000 places pour les Jeux et 2500 après les Jeux. Donc ils réadapteront les 5000 places en tout cas pour les Jeux. Encore une fois, c'est sous-dimensionné par rapport à la capacité d'accueil des Jeux Olympiques en France. Je suis désolé. Ils auraient pu faire des enceintes. 5000 places comment ça s'appelle, à l'UE Arena? Non, pour la piscine qui est à côté de Saint-Denis. Ouais, parce que la UE Arena, je suis bête. Donc du coup, je comprends pourquoi. Il y aura un peu plus de monde. Est-ce que cette piscine de Saint-Denis ne va pas accueillir les épreuves de vitesse? Pour les épreuves de vitesse, il faut entre 15 000 et 20 000 spectateurs. Il faut une capacité bien supérieure. Et donc, ce n'était pas possible de le faire sur Saint-Denis. C'est les JO pour pouvoir contenter le maximum de personnes, je ne vais pas dire tout le monde, pour pouvoir contenter le maximum de personnes, il faut des grosses capacités. Et pour moi, entre 15 et 20 000 personnes, je pense que c'est un minimum. On la voit justement, l'image de ces futurs Jeux Olympiques dans l'aréna de Paris Défense Arena. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut surtout voir et réfléchir en termes de cahier des charges. Là, on a effectivement un complexe qui se construit au pied du Stade de France. Donc, c'est un des futurs pôles du sport olympique en 2024 pour Paris. Et puis là, on a un lieu existant, parce que c'est ça aussi. Les cahiers des charges, quand Paris a dû proposer sa candidature pour 2024, il y avait tous les sites qui existaient, il y avait tous les sites à produire, à construire. Là, on a un site comme Saint-Germain qui a une piscine olympique qui existe et qui démarre finalement un peu tard sur un événement de séduction et de préparation jusqu'au JO 2024. En essayant d'attirer le plus grand nombre de spectateurs et surtout en fait de têtes d'affiche. Donc là on en a vu 2. Il y avait je crois Alain Bernard qui est parrainé l'événement et qui donnait son image pour pouvoir justement communiquer autour de cette manifestation. Et c'est au final un peu difficile d'imaginer que le site existant sans aucun travaux ou sans aucun aménagement soit taillé pour accueillir la planète entière pour les JO 2024. Donc s'ils ont construit un événement,
un bâtiment au pied du Stade de France, c'est qu'a priori il manquait pour les épreuves de plongeon, de natation synchronisée notamment, et que là au moins on se met petit à petit à un peu plus d'un an de l'événement dans l'événement, et puis on teste un petit peu l'appétence des Yvelinois, puisque c'est à Saint-Germain, à la tenue de l'événement. Il y a déjà pas mal de sports qui vont avoir lieu dans les Yvelines. Il fallait quand même en donner un petit peu à tout le monde. À l'Île-de-France, je parle surtout de l'Île-de-France, on sait qu'on a des épreuves délocalisées à Marseille ou ailleurs pour la voile notamment. À Tahiti, par exemple. Mais que c'est quand même Paris 2024. Et donc, il faut en donner à tout le monde. Là, c'est une bonne occasion de se tester et de tester l'appétence des Franciliens et des Yvelinois pour les JO. Mais de là à dire qu'ils avaient déjà les infrastructures pour accueillir, a priori non. Et je dirais que les chantiers actuels le prouvent. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas entendu sur la question. Oui, tout a été dit. Il faut passer après Pierre. Oui, non, mais je l'écoutais religieusement. Tout a été dit, c'est vrai. Et je dis simplement, juste rajouter que si Saint-Germain aurait fait l'affaire, ils n'auraient pas construit une piscine au pied du Stade de France et ils auraient pris Saint-Germain. Donc j'ai pas les tenants et les aboutissants, le pourquoi du comment. Il y a certainement les raisons. Est-ce que ça aurait pu être à Saint-Germain? Ça aurait pu, sauf que ça aurait pu, je dirais non, puisque sinon on n'aurait pas mis 162 millions d'euros pour construire une autre piscine. 174 millions d'euros. Voilà, alors 174. Le problème du planning est joué dans la date peut-être. Ouais, il y a peut-être ça. Mais donc pour moi, on aurait pris Saint-Germain si Saint-Germain avait fait l'affaire. Là, on a fait cette organisation qui est une réussite, d'après le témoignage des nageurs présents ce jour-là. C'était peut-être une petite répétition pour voir un petit peu comment ça peut... Il y aura sûrement d'autres compétitions de ce type à l'avenir. Il y a un championnat d'Europe. C'est ça. Il y a un championnat d'Europe pour monter crescendo. Donc là, on a fait un championnat national, on va faire un championnat d'Europe, et on sera prêt pour les Jeux Olympiques. Mais sinon, sur le site lui-même, s'il avait fait l'affaire, on n'aurait pas construit à Saint-Denis. Ça fait très longtemps que la natation dit qu'il manque d'un vrai site pour pouvoir accueillir des grands championnats. Il y a Montpellier, c'est... Marseille. Montpellier, c'est des gros clubs. C'est des gros, mais c'est pas il n'y a pas les infrastructures avec tribunes, etc. pour pouvoir accueillir des gros événements. Ça semblait quand même que la piscine de Montpellier, c'était énorme, mais bon. Et pour l'appareil Défense Arena, ça sera du coup ce sera du temporaire, de l'éphémère. Adapté, effectivement. Alors on continuera à parler des Jeux Olympiques de 2024 un peu plus tard dans l'émission. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du tennis et de la chute au classement ATP de l'Yvelinois Arthur Rinderknecht. Nous parlerons aussi du FC Versailles qui devrait monter en Ligue 2 si tout se passe bien d'ici la fin de la saison. Mais le club devra se trouver à un autre stade pour l'année prochaine en Ligue 2. Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler de football américain. Alors on va parler dans cette thématique des Templiers d'Elancourt dans le championnat de 2e division Casque d'Or. Les Templiers d'Elancourt n'y arrivent toujours pas. Les Élancourtois se sont inclinés à domicile contre les Léopards de Rouen le week-end du 25 mars. Ils se sont inclinés 43-6 au classement. Les Saint-Quentinois sont toujours derniers avec 0 match gagné en 5 journées. On écoute ce qu'ils avaient dit sur notre plateau avant que la saison ne commence. On est en 2e division depuis 2017. Comme vous l'avez bien vu, il y a un certain laps de temps de formation. Moi qui ai joué à l'époque dans les équipes seniors et dans les hautes équipes de première division et autres, là on est sur une phase de reconstruction. On est sur une phase de reconstruction en fait qui prend son temps et elle est pérenne. Elle est pérenne puisqu'on arrive à rester justement dans cette 2e division. On accède régulièrement aux phases de play-off. Et je pense que cet objectif doit être on continue l'accession au play-off et après viser toujours plus haut. L'année dernière, c'est ce qui nous est arrivé. On nous fait un bon parcours. Alors la question sur cette thématique, faut-il s'inquiéter pour les Templiers d'Elancourt? Oui pour vous Yann, oui pour vous Pierre, oui pour vous Jean et... Ah oui, d'accord, c'est le verset oui, Philippe. Ah oui, je m'inquiète. Alors Jean, pourquoi il faut s'inquiéter? Alors vous êtes tous unanimes? Il faut s'inquiéter pour les Templiers d'Elancourt. Jean. C'est tellement évident qu'il faut s'inquiéter parce qu'ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas, ils sont derniers. Donc là, on vient d'écouter l'objectif, c'était de construire, de se donner le temps de construire. Mais de construire en restant en 2e division.
Là, ça sent plus la descente que l'objectif d'une montée. Ils sont en deuxième division depuis 2017, je le rappelle. Oui, mais non, mais sauf que là, ils sont pas bien. Bon, les Léopards, ils prennent 40 points, ils n'ont pas perdu la dernière seconde, c'est pas. Donc à mon avis, c'est dans leur construction. Je crois que peut-être que le niveau de leur construction, sportivement, il est trop élevé. Et peut-être que pour se reconstruire, il faut peut-être qu'ils redescendent d'un cran pour reconstruire quelque chose de solide et remonter et avec l'élan essayer de redorer leur blason. Mais là, sportivement, on ne peut pas dire qu'une équipe qui est classée dernière, la saison elle va vite au football américain. Donc ça commence en janvier. Et ça va très vite et ils vont pas. C'est pas comme au football par exemple où il y a énormément de journées, énormément de matchs et que ça change très très vite parce qu'il y a beaucoup de matchs pour passer au classement, pour être rétrogradé ou monter. Là, ils ont peu de rencontres. Ça va être très compliqué. Ils sont à peu près à la moitié du championnat. Et voilà. Donc, mais ça va être très compliqué. Quand on est dernier à la moitié du championnat, ça va être juste d'aller chercher déjà des places qualificatives. Là. Donc, pour moi, je suis un petit peu pessimiste pour leur sort. Philippe ? Moi, je m'inquiète, pour les résultats sportifs. Et ce que je m'inquiète surtout, c'est que en dessous, les U20, la dernière rencontre, ils ont déclaré forfait pour manque d'effectifs. Ils avaient eu aussi. Non, alors, c'était pas pour manque d'effectifs. Pour un problème médical. C'est ça, exactement. Ils avaient eu les grands aussi, les seniors ont eu ce problème-là sur un match. Ouais. Le médecin est arrivé, je crois, trop tard et du coup, le match a été compté comme perdu. Les U20 ont déclaré forfait la dernière fois pour manque d'effectifs. Les U17 perdent aussi régulièrement. C'est quand même le dessous quand même. Hein. Et vous êtes même inquiet pour le club, peut-être ? Ouais. Parce que, en regardant les réseaux sociaux, ils se disent qu'il y a une guéguerre dans le club depuis 2 ou 3 ans, qui se dit. Donc il y a quand même quelque chose quand même au niveau du club quand même. Donc il faut quand même se tracasser parce que si derrière ça ne suit pas, les U20 c'est ceux qui sont juste derrière les seniors. Hein. C'est l'avenir, il n'y en a pas. Ils déclarent forfait en plus. Manque d'effectifs aussi, c'est surtout ça. C'est même pas manque de niveau, de résultats. C'est manque d'effectifs. Je pense que c'est là qu'il faut se tracasser. Parce que je pense que les joueurs partent ailleurs ou alors ils ne récupèrent pas assez de joueurs. Pourtant, ils ont quand même récupéré des joueurs cette année. Hein. Ils ont quand même récupéré un Américain. Enfin, je veux dire, c'était quand même... Mais là, c'est inquiétant quand même. La saison est courte, comme on disait tout à l'heure. Vous les voyez descendre peut-être, Philippe ? J'espère pas, mais c'est pas top. Hein. C'est pas top. Hein. C'est un peu notre équipe fétiche sur ce plateau. On en parle depuis des années et on en parle souvent parce que... Les Templiers, c'est l'un des clubs phares du secteur des Yvelines et c'est un club qui a été très haut en Coupe d'Europe, qui comptait au niveau européen. Qui est un sport qui est difficile finalement, qui est difficile à faire exister en France. Ça aussi, on en a beaucoup disserté par rapport aux États-Unis, à l'ombre des États-Unis sur le football américain, et on en parle très souvent parce que c'est une justement comme le challenge est difficile de faire exister le football américain en France. On en parle très souvent. On avait aussi ici même un chroniqueur qui était un des entraîneurs du foot US il y a quelques années, le professeur Andersen, qui est parti au Japon. Voilà, et qui nous parlait très régulièrement des Templiers et on a maintenant on a un œil quand même assez bienveillant quand même sur cette équipe malgré des envies et des objectifs affichés à chaque début de saison en disant que l'objectif c'est la montée ou l'objectif c'est la qualif au play-off, et puis là depuis un an, l'année dernière, 2 ans, 3 ans, et en fait le compte n'y est pas. Donc il y a des paillettes qui nous sont promises chaque année, et puis finalement le compte n'y est pas. Donc Vous êtes déçu ? Je suis déçu, et effectivement particulièrement sur cette saison-là, un peu inquiet ou carrément inquiet parce qu'on est là pour le coup, le bilan comptable et sportif, il est quand même très préoccupant avec la course à la première victoire net. Là en plus, la dernière défaite, comme dit Jeannot, ils perdent sur une interception à la dernière seconde, c'est quand même 43-6. Bon, voilà, ok. Oui, c'est inquiétant et là, ce qu'il faudrait trouver, c'est justement les raisons et les recettes qui n'y sont pas. Yann Dujarrier. Rien à ajouter.
Rien à Tout a ajouter été- pour tout une non, fois, tout vous a- n'avez rien à Tout a ajouter. été dit. Bon, c'est pas un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts, mais Est-ce que non. c'est pas dangereux de voir ces résultats-là, possible descente, mais en tout cas, pour attirer les sponsors, ça va être un peu plus difficile. Et on sait que le football américain, c'est pas forcément le sport le plus visible en France. Donc ils ont besoin d'avoir des résultats pour pouvoir vivre, en fait, La finalement. visibilité, un sport qui, je pense, doit coûter un peu cher parce que l'équipement, c'est pas la même chose que pour le footing ou même pour le rugby. Hein. On est quand même sur d'autres sphères d'équipement. Et puis une complexité. Je pense que s'il manque de, enfin, quand j'ai la chance. On regarde le Super Bowl, on regarde le foot US maintenant régulièrement sur nos chaînes. On entend parler de équipe d'attaque, équipe de défense, des équipes spéciales, etc. Ça fait donc oui, il faut du monde. Et pour un sport qui en France est très peu médiatisé, avec en plus une grosse problématique, et là elle est générale, c'est que aujourd'hui, quel que soit le sport, on a de plus en plus de mal à faire de la compétition aux gens. Je pense que dans le rugby, vous le vivez aussi, dans le foot, etc. Dans tous les gens veulent faire du loisir, mais faire de la compétition et l'investissement lié à la compétition, c'est beaucoup plus compliqué. C'est consommateur. Voilà, les gens sont consommateurs. Les gens sont consommateurs. Et donc, et puis après, Aujourd'hui, moi, c'est-à-dire que j'ai eu une carrière sportive amateur, mais qui m'a été donnée par le biais du bénévolat qui était fait pendant des années par beaucoup de gens. Aujourd'hui, dès qu'on me demande, dès qu'il y a une organisation, que ça fait dans le club de mes enfants ou dans d'autres cadres, je propose mes services pour rendre ce qui m'a été donné à une époque. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. C'est-à-dire que oui, en effet, on a pu faire des choses, ou on peut faire des choses parce qu'il y a des bénévoles, mais si les rôles ne sont pas inversés à certains moments, eh bien les épreuves et les clubs ne sont plus Justement, les bénévoles, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Je tiens à dire que vous n'aviez pas grand-chose à dire, il y a du Jarrier. Je tiens à le dire. Les Templiers tenteront de remporter en tout cas leur première victoire de la saison le 15 avril chez les Dragons de Paris. On leur souhaite évidemment de rebondir. Alors on va maintenant parler de tennis. Les mauvaises performances s'enchaînent pour le tennisman yvelinois de 27 ans, Arthur Rinderknecht. En 2023, il a un bilan de 2 victoires, dont une en Coupe Davis, et 6 défaites, dont une en Coupe Davis. Il est désormais 72e mondial, alors qu'il était 42e mondial en octobre 2022. La question sur cette thématique, peut-on être déçu de son classement ATP? Vous votez oui ou non? Oui. Il est logique le classement aussi. Donc oui, on peut être déçu. Oui, on peut être déçu, mais c'est logique. Pas déçu. Pas déçu, d'accord. On fait un petit duel entre Pierre et vous, Philippe. Ouais. Alors Philippe, c'est parti. Non, je suis pas déçu. Il est 72e mondial qu'il est. En 2023, il a eu... Enfin, 2023, pour l'instant, c'est que deux victoires, dont une en Coupe Davis. En 2022, il a eu un titre de finale, 22 victoires, 19 défaites quand même. Faut voir d'où il part. C'est surtout par rapport à ça. Et c'est pas... non, moi, je suis... Bon, c'est le tennis, malheureusement, c'est le tennis français. Hein, je veux dire, je suis attristé parce que voilà, il y a Roland Garros qui va arriver. Je me pose des questions. Donc c'est vrai que on a des réponses. oui, on a les réponses. Il y a toujours peut-être quelqu'un qui peut arriver, mais je vois là il reste un jeune à Miami, c'est Alice, je crois, qui reste, mais qui va jouer en quart de finale. Je crois c'est quand même déjà pas mal. Mais je veux dire, il y a plus de, comment il s'appelle, ils ont voulu revenir à la compétition, mais je veux dire Gasquet, tout ça, c'est trop vieux. Enfin, je veux dire, c'est trop vieux. Je veux dire, non, moi je suis inquiet. Pas par rapport à lui, mais par rapport au tennis. En plus, lui, Rick Hendel, il est arrivé tard sur le tennis. Hein, donc, bon, il a eu il a son une carrière envolée, universitaire je trouve avant, que c'est même pas une amateur. envolée, c'est qu'il a eu quelques matchs, il a réussi 2 ou 3 tournois à suivre, mais c'est pas les résultats qui étaient top. Hein. Bon, son parcours, voilà, je vais vous le faire. Alors, il a gagné un titre en 2022 à Poznan. Il a fait 2 finales, donc c'était en 2022. Il a gagné un titre en 2021 à Istanbul. En 2020, il a gagné 2 titres. Ses meilleurs parcours en Grand Chelem, c'est 2e tour à l'Open d'Australie en 2022 et 2e tour en 2022 et 2021 à l'US Open. Et voilà. Ouais, non. C'est son bilan.
Ouais, ben voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas déçu? Non. Pierre, vous êtes déçu. Oui, je suis déçu. Qu'est-ce que vous répondez à Philippe? Parce que, pour deux choses. La première, c'est que, au même titre que les Templiers d'Elancourt sont notre équipe de sport collectif, un peu fétiche sur ce plateau, Arthur Rinderknecht, c'est notre sportif individuel, un peu fétiche aussi sur ce plateau. On aime bien Tony Yoka aussi. Ça, c'est la première. Oui, c'est vrai, mais il y a ce côté Poulidor chez notre Arthur. Bon, c'est vrai chez Tony, pareil. Un peu, ok, pareil. Et le deuxième point, et Philippe l'a résumé, c'est le tennis français. Et que malgré tout, en fait, on doit faire avec ce qu'on a dans le tennis français. Pour ce qui me concerne, je pense que le tennis français, dans son panache, s'est arrêté en 1983. Avec Noah à Roland-Garros. Justement, il y a le petit-fils de Yannick Noah peut-être qui va arriver bientôt pour gagner. Et depuis, on lutte pour s'accrocher à des résultats en tournoi régulier ATP et en Grand Chelem, c'est même on chiale pour essayer de trouver des résultats. Heureusement, il y a Caro Garcia qui a fait quelques étincelles là, récemment dans le tennis féminin. Qui est des Yvelines aussi, je tiens à le préciser, de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais pour reparler de Rinderknecht, en fait, il est arrivé tard après avoir cette carrière, je crois que c'est comme universitaire, très tardive aux États-Unis d'abord, avant de revenir en France. Et puis c'est quelques coups de panache effectivement en Australie avec des matchs dans un contexte très hostile en Australie. Et finalement, il tape un Australien sur le premier tour et puis il passe derrière. Donc là, on y croyait en fait. Donc c'est ça, moi, ma déception, elle est là. Et le fait qu'il se hisse jusqu'au 42e, jusqu'à la 42e place mondiale. Bon, oui, on se contente de peu. Mais le tennis masculin français, c'est ça. Donc moi, ma déception, elle est là parce que on en parle depuis quasiment son arrivée sur le tennis professionnel. Je ferai un tout petit parallèle moins glorieux par rapport à Mathilde Gros qui venait du basket, qui vient au vélo et qui a des résultats là pour le coup bien meilleur. Mais le Arthur, on l'attendait. On en a parlé, on a été quand même assez prudent malgré tout, et il a eu quelques résultats au départ. Il lui manque maintenant, en plus des titres que vous avez rappelés, il lui manque maintenant un vrai beau chemin en Grand Chelem. Je parle même pas de Roland Garros parce que j'en rêve encore la nuit d'un parcours d'un Français à Roland Garros. Mais quand on voit en gros que Richard Gasquet à 112 ans est encore capable de faire quelques résultats et de dire que c'est le meilleur Français du moment, Gaël Monfils à 94 ans et demi est capable aussi de faire des coups. Mais voilà, et de son gars qui a 123 ans, qui est doyen de l'humanité, qui vient à peine d'arrêter et qui vient juste de prendre sa retraite. Voilà. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc ma déception, elle est là parce que Arthur promettait et que c'est un nom grec ça, et que on aurait bien voulu qu'il aille un petit peu plus loin. Et là il est sorti des radars et on ne peut que pleurer pour l'instant. Mais il va revenir. Yann Dujarrier, qui vous a convaincu? Est-ce que vous restez campé sur vos positions? Ah oui, pour moi c'est décevant. C'est décevant, mais c'est peut-être simplement la continuité de la fin de saison 2022. Voilà, il a été blessé pendant une bonne période, il a eu du mal à revenir suite à la blessure. Fin 2022, il était inexistant, et c'est vrai que là, il a du mal à revenir. Alors après, il peut y avoir une lumière, une étincelle qui peut tout rallumer, et puis sur 6 mois faire une super fin de saison. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est mi-mars. Sincèrement, c'est clair que l'Open d'Australie, on l'attendait avec impatience. Il avait passé un tour l'année dernière. Il avait dû abandonner sur blessure en 2022. Donc là, on se disait, allez, c'est bon. Et puis, non. Et donc, comme dit Pierre, on est juste déçus. Déçus, c'est tout. Donc, à lui de nous redonner le sourire quand on regarde les résultats, tout simplement, c'est tout. Parce qu'on restera... Le sourire, il a déclaré forfait le dernier... il a 4-1, il a abandonné le dernier match. Oui, il a beaucoup de problèmes physiques en ce moment. Et je rappelle, il est quand même assez grand, il fait plus d'1m90. Donc il a un physique un peu atypique. Non, je suis désolé, tous les tennisman aujourd'hui font plus d'1m80. Font plus d'1m80 et 1m90, c'est pas Après, être de hors norme. mémoire, Nadal et Djokovic font moins d'1m90.
Mais oui, mais plus 1m85. Il n'y a pas une grosse différence. C'est le gabarit d'un J'ai tennisman. plus en tête leur Mais mensuration. je suis sûr qu'ils sont au-dessus d'un 85. C'est des beaux bébés. On est d'accord. Jean. Bonjour. Alors moi, je rajouterais on est en pleine sieste tout ce qu'il a dit. actuellement. Pas du tout. Non, j'ai écouté. Mais je vais rajouter juste sur tout ce qui a été dit, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Simplement, pour moi, c'est un sportif comme tous les autres. On en a peut-être aussi fait un grand sportif qui ne n'est pas. Voilà. Après, il est en équipe de France. Parce que, non mais c'est d'accord, de mais Coupe Davis. on en a parlé autour de cette table-là, et pas que nous, mais on parle qu'on est à la recherche de la pépite du tennis français, qu'on cherche depuis très très longtemps, qu'on n'a pas, et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que dès qu'il y a un tennisman qui brille un peu, on en fait de suite la vedette et le futur grand joueur français qu'on attend tous depuis 83. Alors, il a eu sa période là où il montait en flèche. Il est allé jusqu'à la 42e place mondiale. Mais voilà, c'était un sportif. Il a peut-être atteint son maxi. Tout simplement. Après, il était même surpris de ce niveau-là, bien sûr, Arthur voilà. Hinnerknecht, Donc, l'avoir côtoyé plusieurs fois. Voilà. Il était même un peu surpris d'en arriver là. Tout à lui, fait. ce qu'il voulait, c'était faire le mieux possible. Lui, il est arrivé. Et il est arrivé 42e mondial. On l'a dit, il est arrivé tard à ce niveau professionnel et international. Il est arrivé tard. Il a bénéficié de bons résultats au bon moment. Il a grimpé, il est allé jusqu'à la 42e. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas, et il l'a dit lui-même, c'est peut-être pas non plus son objectif de faire partie des 10 meilleurs mondiaux. Et c'est peut-être aussi au niveau français, et ça c'est bien français. Ben, on en fait de suite une grande star du tennis français et au niveau mondial pour dire ça y est, on tient notre chef de file parce qu'on le cherche depuis 83. Donc je pense que c'est un sportif comme tous, il est en régression, il gagne pas, donc il descend, c'est normal. Et le gros souci en tennis, c'est logique, je le rappelle, il faut avoir à peu près le même nombre de points par rapport à l'année précédente pour rester dans le classement, bien classé. Et pour progresser, il faut gagner. C'est-à-dire, par exemple, un Nadal qui gagne un grand chelem à Roland-Garros devra techniquement gagner un nouveau grand chelem à Roland-Garros pour garder le même nombre de points. C'est normal. 12e, c'est pas mal quand même. Mais oui, bien sûr, c'est quand même les 100 premiers mondiaux. C'est pas mal, mais c'est pas le grand joueur français qu'on attend. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un Français top 10, quoi? Je sais pas, ça l'a remonté. Peut-être la Mouf, il y a Mon fils, peut-être. Mais il y a. Non, mais ça fait combien de temps que c'est pas mal. Je dis pas qu'on en a pas eu. Je ne dis pas qu'on en a pas eu. Je dis juste, ça fait combien de temps? Parce que en effet, c'était régulier d'avoir un Français dans les 10 premiers du classement ATP. Là, on a plus de résultats chez les filles. Ringerknecht a été premier en étant 42e. Je me souviens quand on avait un Français qui était dans les 10 premiers, ça voulait dire qu'il y en avait d'autres qui étaient entre la 10e place et la 50e place. Là, il était premier Français, 42e. On le dit depuis tout à l'heure, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est chez les hommes. C'est chez les hommes. On a des meilleurs résultats chez les femmes. Petit bilan quand même pour Arthur Hinnerknecht dans toute sa carrière, 42 victoires pour 43 défaites. Voilà, pour situer la carrière d'Arthur Hinnerknecht. C'est à peu près, équivalent, équilibré. On continuera en tout cas, c'est mieux que Tony Oka effectivement. Alors on continuera évidemment à suivre Arthur dans les prochains mois. Alors on va maintenant parler d'un capitanat qui a fait grand bruit, celui de Kylian Mbappé. Le joueur du Paris Saint-Germain a été choisi pour succéder à Hugo Lloris. C'est Didier Deschamps qui a annoncé la nouvelle aux joueurs depuis le camp de base des Bleus à Clairefontaine dans les Yvelines. La question sur cette thématique, est-ce que c'est une bonne idée, messieurs? Oui ou non? Vous votez. Vous êtes partagé à 2 rugbyman partagés. D'accord. Alors Jean, pourquoi? Il ne connaît rien au foot. Parce qu'on est rugbyman et qu'on ne connaît rien au foot? Non, pas du tout. Alors je suis partagé, pourquoi? Tout simplement parce que on va pas remettre ici les qualités sportives de Kylian Mbappé, ça c'est sûr. Maintenant, un très bon sportif ne fait pas spécialement un bon capitaine. Voilà. Ça, c'est prouvé dans tous les sports. C'est pas parce qu'il est exemplaire. Enfin, exemplaire, c'est peut-être pas le terme, parce que il est bon, il a de la réussite sur le terrain, merci Yann. Il est bon sur le terrain, il a de la réussite sur le terrain, que ça va faire obligatoirement un bon capitaine. Un capitaine, pour moi,
Et en plus, ça peut même, j'irai encore plus loin, ça peut même être néfaste pour lui. Parce que le rôle de capitaine, quelquefois, eh bien, ça prend le dessus sur le côté technique et les performances sportives du joueur qui est capitaine. Donc pour moi, ce joueur-là, capitaine, c'est bien parce que c'est le fer de lance de l'équipe de France, c'est le meilleur joueur, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pour ça que je suis partagé, mais ça peut être aussi le revers de la médaille en disant mais est-ce que ce rôle de capitaine va pas le faire diminuer dans ses performances sportives? Bon, visiblement, on va dire que non, mais voilà, sur les premiers matchs. Mais pour moi, un capitaine n'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe. Est-ce que vous, en étant coach, vous choisissez toujours le meilleur joueur de l'équipe ou justement un joueur un peu moins bon? Non, en fait, c'est pas que je choisis pas. Je choisis le joueur qui est le plus méritant. C'est-à-dire qui va vraiment, c'est peut-être pas le meilleur, mais par contre, il va donner tout ce qu'il a sur le terrain. Et qui a aussi un petit peu de charisme et qui sait parler. Voilà pour moi ce que c'est qu'un capitaine. C'est-à-dire que il va être autant avant, pendant et après un leader naturel et quelqu'un qui va être écouté par rapport sur le terrain, soit parce que c'est un excellent joueur, ça tombe sur un excellent joueur, tant mieux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas le meilleur, mais qui va tout donner, qui va montrer l'exemplarité, qui va amener l'équipe dans cette direction-là et qui va tirer le groupe vers le haut en disant voyez, regardez ce que je fais. Enfin, il va pas le dire, mais les joueurs vont l'écouter parce qu'ils vont voir à travers lui quelqu'un qui donne tout sur un terrain de sport. Pour moi, c'est ça un capitaine. C'est pas spécialement un très grand joueur. C'est quelqu'un qui fédère, qui parle bien, qui a du charisme et qui est présent avant, pendant et après. Yann Dujarrier. On va revenir sur Mbappé du coup. Je rejoins beaucoup ce que Jean dit et je trouve que quand on voit Kylian Mbappé, c'est justement quelqu'un qui a ses qualités. C'est-à-dire que la polémique avec Griezmann qui dit qu'en effet il aurait pu endosser le rôle et en effet il est légitime. 103 sélections avec l'équipe de France, Griezmann. Je tiens Antoine Griezmann légitimement pouvait prétendre au rôle de capitaine. On est complètement d'accord. Mais là. Ce que Kylian Mbappé a fait pour répondre et pour réconforter Griezmann en lui disant ça change rien à ton rôle dans l'équipe, le fait que tu ne sois pas capitaine, j'ai trouvé qu'il l'avait très bien géré. Et ensuite, moi je trouve que Kylian c'est quand même un très bon communicant. Quand on le voit en conférence de presse, il est quand même toujours juste dans ce qu'il dit. Il a pas autant sa langue dans sa poche, où la langue, il joue beaucoup moins le rôle de langue de bois que ce que peut faire Deschamps, et je trouve que justement il apporte un peu de fraîcheur. Et après, je trouve que par le biais de ses qualités et de ses résultats, il a ce leadership naturel qui va faire que justement le reste de l'équipe va le suivre. Et ensuite, sur le premier match qu'il a fait, il a répondu de la meilleure manière avec cette passe décisive qu'il fait à Griezmann au bout de 2 minutes de jeu. C'était vraiment idéal. Un doublé dans le match. Ensuite, il finit avec un doublé. Franchement, je trouve que ça a été idéalement et la partition était sans faute. Le deuxième match, beaucoup plus soporifique, mais on pourra en rediscuter très très longuement. Pour moi, ce n'est pas problématique. Philippe, Mbappé capitaine, ça vous séduit? Ouais, moi ça me séduit parce que il a l'habitude d'avoir la pression, que ce soit au PSG, la pression même ailleurs, il a la pression parce que au PSG tout repose sur lui. Je veux dire, en fin de compte, sur ses résultats, sur s'il est pas bon, on dit de toute façon, ou s'il est pas là, PSG ils vont perdre. Je veux dire, on se repose que sur lui. Et il est pas trop jeune? Non, il a 24 ans. 24 ans, il est pas trop jeune. C'est pas. Je pense qu'il a été très bon en conférence de presse, ça on peut pas le dire. En fin de compte, par rapport à Lloris, il remplace pas quelqu'un. C'est une passation de pouvoir en fin de compte, tu vois. Lloris c'était vraiment, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Je veux dire, ils sont complètement différents. Je veux dire, ouais. Et puis je me dis, ce qu'il a dit en plus. En équipe ou en collectif ou comme disait Jean, il ne faut pas qu'un seul patron, il faut des tauliers dans une équipe. Et c'est ce qu'on dit, enfin vous le dites bien en rugby, il faut des tauliers. Il y a un patron c'est sûr, mais il faut des tauliers à côté. Et je pense que comment Mbappé va s'appuyer sur Griezmann, Maignan,
Ouais, bon, il n'y en a pas énorme maintenant, il y en a plus beaucoup maintenant. Hein. Mais je pense qu'il va s'appuyer sur eux et on l'a vu sur le match au Stade de France. On l'a vu, il était dans la communication et sur le terrain, on voyait qu'il était, je sais pas, il portait l'équipe. Contre les Pays-Bas. Hein. Pour les Pays-Bas et même en Irlande, je trouve qu'il portait l'équipe. Quand Pavard a marqué, il portait l'équipe. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Chevalier? Est-ce que Deschamps ne va pas un petit peu peut-être contre sa nature, parce qu'il aime bien plutôt les capitaines un peu plus discrets en règle générale. Oui. Là, Mbappé, c'est vrai qu'il a tendance à parler. Oui, mais je pense qu'en l'occurrence, Deschamps n'avait pas le choix. N'avait pas le choix que de le nommer. Là où j'étais partagé, c'est d'un côté individualité, exemplarité, et de l'autre côté le collectif. Et on a un Mbappé qui est devenu indispensable pour l'équipe de France comme pour le PSG par exemple, mais en équipe de France, on parle de l'équipe de France. Exemple, sa prestation classe mondiale en finale de Coupe du Monde et un joueur qui par ses performances et ses personnalités est devenu incontournable. Je parle plus du PSG, là je parle vraiment que de l'équipe de France, ce qui est vrai d'ailleurs au PSG. Et là où moi je suis partagé, c'est que on a un joueur qui est totalement exemplaire sur le terrain, parce qu'il a des niveaux de performance qui sont incroyables. C'est-à-dire que l'équipe de France sans Kylian Mbappé n'est pas la même. Je fais un tout petit parallèle en remontant aux années 2000, entre 2000 et 2010-2011, avec le capitanat de Thierry Dussautoir, parce que ça m'inspire un petit peu la même comparaison avec des joueurs qui sont incontournables, exemplaires sur le terrain, qui enchaînent les prestations comme des perles et qui sont capables de faire tourner en fait le destin d'un match à eux seuls. Et à côté de ça, là où je suis partagé, c'est ce qu'évoquait Jean, c'est ce côté personnalité. Est-ce que la personnalité de Kylian Mbappé est suffisamment universelle, suffisamment fédératrice pour le vestiaire? Les 2 premiers matchs semblent prouver qu'a priori, ça n'a pas d'incidence sur sa propre performance, puisqu'il en plante 2 de bonnes factures contre les Pays-Bas, et qu'il est quand même relativement actif, même s'il ne marque pas contre l'Irlande. Et à côté de ça, je pense que c'est aussi dans l'ordre des choses sur le collectif, sur la partie ordre des choses et de cycle qui change. Lloris sorti, les vieux de la vieille, des Mandanda aussi pour parler des gardiens, et puis Varane qui finalement prend sa retraite. Donc là, en gros, je pense que Deschamps n'avait absolument pas le choix d'avoir une voix, d'avoir un niveau, d'avoir une exemplarité, en l'occurrence par Kylian Mbappé qui a 24 ans et qui a prouvé maintes et maintes fois qu'il n'avait pas la personnalité de son âge, qui est capable de parler, qui est capable de fédérer, qui est capable de scorer et d'emmener l'équipe de France là où on l'a jamais imaginé, et avec l'Euro et la prochaine Coupe du Monde en ligne de mire. Voilà, on continuera évidemment à le suivre, Kylian Mbappé, avec ses performances au PSG, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Après, on ne sait pas pour le PSG. Et avec l'équipe de France, où il sera le fer de lance, on va dire, de cette équipe de France, au moins jusqu'à l'Euro en tant que capitaine. On passe maintenant à notre page débat. On va maintenant parler des JO de 2024. On va parler des volontaires. 45 000 volontaires vont être mobilisés sur près de 45 sites en Ile-de-France et dans toute la France. Pour se porter volontaire, il suffit d'avoir 18 ans au 1er janvier 2024, de parler français ou anglais et d'être disponible au moins 10 jours sur la période des JO. Une polémique a un peu gonflé ces derniers temps sur le fait que des volontaires ne sont ni payés, ni indemnisés. L'organisation dit que cela existe depuis 100 ans et que dans les grands événements, c'est toujours le cas. La question sur cette thématique, des volontaires non payés ni indemnisés, est-ce choquant? Oui ou non? Vous votez. On va faire un petit duel entre Jean et Yann. Jean, vous commencez? Alors vous, ça ne vous choque pas? Ben, ça ne me choque pas pour la simple bonne raison. C'est que, comme disait Coluche, la réponse est contenue à la question. Ce sont des volontaires. Ce sont des volontaires pour ce qui est le plus grand événement sportif de la planète. On ne va pas les chercher, on les force à rien du tout. Ils font acte de volontariat. Dans l'associatif, c'est de plus en plus rare. C'est ce qui fait marcher les associations.
Donc je pense que pour cet événement planétaire, on ne peut que aller dans ce sens-là, puisqu'on est en plein dans l'associatif. Volontaire, associatif, le plus bel événement. Ils vont avoir la chance quand même de participer à cet événement qui a eu lieu la dernière fois il y a 100 ans. Ils vont faire partie quand même intégrante de l'organisation du plus bel événement planétaire. Donc ça ne me choque absolument pas que ces volontaires-là le fassent à titre gracieux. C'est le propre de l'association en France. Voilà. Yann, et ensuite vous trancherez. Déjà, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Jean, sur. Non, il n'y a pas de débat. Si, non, par contre, il y a un débat. La question, c'est est-ce que je trouve cela choquant? Voilà, est-ce que c'est choquant? Oui, je trouve cela choquant. Et maintenant, j'explique pourquoi. Le budget des JO, c'est 8,8 milliards d'euros. D'accord? 45 000 bénévoles, 100 € par jour d'indemnité, multiplié par 18 jours. On leur a demandé 10 jours chacun. 10 jours minimum. 10 jours minimum. Je pars sur 18 parce que je me dis qu'il faut un peu de formation pour savoir, etc. Donc, on part sur 18 jours. Ça fait un total de 81 millions d'euros. Ça fait 1% du budget de l'organisation des JO. Voilà. C'est juste pour ça que je trouve cela choquant. La moitié d'une piscine à Saint-Denis. La moitié d'une piscine à Saint-Denis. C'est juste pour ça que je trouve ça choquant. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la ressource humaine gratuite alors que cela ne représente que 1% du budget global de l'organisation. C'est juste pour ça que... Et la question est, est-ce que je trouve cela choquant? Et donc quand je prends ces chiffres, voilà pourquoi je trouve cela choquant. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure en amont, en effet, dans le sport et dans l'associatif, beaucoup d'organisations reposent sur le bénévolat. Seulement... Moi, les chiffres me choquent. Et c'est juste ça. Et c'est seulement 1%, certes, mais comme l'a dit Michael, c'est la moitié de la piscine de Saint-Denis. Donc dans une organisation et dans un cahier des charges, ça peut peut-être représenter qu'1%, mais sur tout ce qui est organisé, je trouve que c'est énorme. 1% du budget. Et à partir de ce moment-là, c'est quoi 1%? La moitié de la piscine. Après, on me répond. Ouais, mais moitié. Donc la deuxième question, c'est où va l'argent? Vas-y, Pierre. Pierre Chevalier. Team Jeannot, parce que il y a une coalition sur cette émission. Non, même pas. Non, c'est juste sur les arguments. J'ajouterais à ce qu'a dit Jean sur le fait que ce soit le premier événement sportif mondial, en l'occurrence, qui a eu lieu au début du XXe siècle en France pour la dernière fois, il y a plus de 100 ans. Je rajouterais le terme amateur, c'est-à-dire que l'olympisme, c'est aussi le monde du sport amateur. Avant que certains passent professionnels, on voit que ça se fait pas toujours aisément, comme Tony Yoka par exemple, dont on a parlé récemment sur ce plateau. Et donc on ne force personne. Je reprends ça aussi dans ce qu'a dit Jean. On ne force personne. C'est sur la base du volontariat, du bénévolat, dans l'esprit de l'olympisme de Coubertin, parce que c'est autant au niveau sportif qu'au niveau organisation, l'essentiel c'est de participer et que effectivement sur 60 millions de Français, un peu plus 65 millions de Français, on ne force personne à venir grossir les rangs pendant 5, 10, 20 jours de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et qu'en l'occurrence on se rémunère à la passion. C'est la même chose pour tous les grands événements sportifs mondiaux organisés en France, Euro, Coupe du Monde, etc. dans tous les sports. Et donc là, c'est l'occasion de prendre du temps en fait. Juste de prendre du temps, de donner du temps et d'être présent pendant 10, 15 jours, 20 jours, gracieusement, mais parisien. Juste une petite parenthèse très rapide, c'est que c'est quand même le propre de toute association sportive aujourd'hui, tout sport confondu, où il y a des bénévoles, et ils ne le font pas pendant 18 jours, ils le font toute la saison, à titre gracieux, parce que c'est leur passion. Et c'est de plus en plus rare, comme tu le disais. Et c'est de plus en plus rare, mais c'est parce que c'est leur passion. Et là, on en trouve des tonnes. Et vous, Pierre Chevalier, vous avez été bénévole sur la Ryder Cup 2018 au Golf National de 50 ans. Est-ce que vous avez été indemnisé? Pas du tout. La seule chose qu'on peut dire vraiment. Donc les organisateurs ont raison, sur les gros événements, on n'indemnise pas les volontaires. Un type Alto Ryder Cup.
Cup, une tenue qui avait été gracieusement offerte aux bénévoles. Je pense que pour les JO, il y aura un t-shirt, un truc comme ça. Et donc non, mais et je l'ai fait avec le plus grand plaisir et j'en ai des souvenirs impérissables. Philippe, après on passera à notre dernière thématique. Comme on dit, les bénévoles, ils sont pas payés, mais ça n'a pas de prix. Mais on dit ça partout. C'est vrai, voilà. Mais c'est exactement ça. Bon, les bénévoles, déjà faut regarder que les candidatures, il va entre 120 000 et 168 000 candidatures estimées. 30 000 sur les JO et JOP, 45 000 sur tous les événements. Ils auront en plus, mais vivre ça, c'est exceptionnel, c'est une fois dans leur vie. Ils vont avoir, comme tu disais tout à l'heure, ils vont avoir un équipement complet, ils vont avoir les transports gratuits. Certes, en Ile-de-France, pour se déplacer en Ile-de-France, ils n'auront pas l'hébergement. Parce qu'il y a différents sites, on en parlait tout à l'heure, Marseille, Tahiti, voilà. C'est ça. Mais pour moi, je veux dire, moi je trouve que c'est une belle expérience. Celui qui peut le vivre en tant que bénévole, je pense que c'est le summum, hein, je dirais. On va maintenant passer à notre dernière thématique. Il reste que 6 minutes, donc il faudra aller assez vite. Cette thématique concerne le football. Si le FC Versailles monte en Ligue 2, l'équipe senior devra jouer à l'extérieur quand ils joueront à domicile. En effet, le stade Montboron n'est pas homologué pour des matchs en Ligue 2 et le stade Jean-Bouin dispose d'une pelouse synthétique inadéquate. Il faudrait installer une pelouse hybride dans l'enceinte du stade français. Du coup, deux options s'offriraient aux Versaillais. Le stade Marie-Marvin au Mans, ainsi que Villeneuve d'Ascq, deux beaux stades qui sont homologués pour la Ligue 2. Je rappelle déjà que cette année, le FC Versailles a dû s'expatrier du côté de Jean-Bouin. Ils ne peuvent pas jouer à Versailles car leur terrain n'est pas homologué. La question sur cette thématique, êtes-vous pour ou contre un nouveau déménagement du FC Versailles? Oui ou non? Non, partagé. Jean? Alors, non. Non, je suis partagé. Je suis partagé, pourquoi? Tout simplement parce que ils n'auront pas le choix. S'ils montent, ils n'auront pas le choix. Donc là, ils vont être dans le fait accompli. Et, ils peuvent construire un stade, éventuellement. Il faut construire un stade. Donc là, je répète, ils n'auront pas le choix. Ils ne vont pas construire un stade. Et que là où ça va être compliqué, c'est ou Lille ou Le Mans. Et là, autant Jean-Bouin, on reste quand même sur l'Île-de-France, c'est accessible, c'est, on va dire, allez, même si c'est pas Versailles, mais ça reste quand même jouable pour les supporters, pour l'identité et l'entité du club. Mais là, pas impossible d'y aller une soirée. Voilà, tout à fait. Mais là, si on commence à partir au Mans ou à Lille, là c'est fini, Versailles perd son entité, son identité même, et ça va être très compliqué de pouvoir, quasiment pour moi impossible, de pouvoir drainer des supporters fidèles dans des lieux aussi lointains. Donc là, ça va être très compliqué pour moi et pour eux malheureusement. On a vu, le stade du Mans est quand même un très beau stade. Hein. Mais il est beau, mais c'est 2h30 le Mans quand même. Donc 2h30, autant pour Lille. Et ça veut dire que les supporters vont jouer à l'extérieur tout le temps, quoi. Ils joueront jamais à domicile. Les joueurs et les supporters. Si on veut créer une émulation au sein du club, il faut les supporters. Et les joueurs, il n'y a plus de point de repère non plus. Yann, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous n'étiez pas forcément d'accord avec Jean? Ah non, je ne sais pas que je suis pas d'accord. C'est qu'en effet, il ne faut pas que Versailles soit délocalisé, mais ils n'auront pas le choix. De toute façon, voilà, Jean, il a tout dit dès la première phrase. De toute façon, ils n'ont pas le choix, mais il ne faut pas qu'ils soient délocalisés. Voilà, c'est tout. Et c'est donc, quand on regarde le classement, c'est pas fait, hein, parce que Concarneau a un match de retard. Là, ils sont actuellement 4e. Je ne sais pas si on peut voir le classement à l'écran. On va le voir. Donc Martigues 1er, Red Star 2e, Concarneau et Versailles qui sont coude à coude. Et Dunkerque qui est juste derrière, donc ça va être une bataille à 5 pour monter. Mais voilà, déjà c'est pas fait, et je pense que ce serait un bien que cela ne se fasse pas. Philippe? Moi, l'expérience veut que tous les clubs qui se sont expatriés, ils sont tous redescendus. Donc ils ont 1000 supporters au stade Jean-Bouin. Déjà, c'est pas loin. Il n'y a qu'une tribune de prise. Imagine au Mans ou à Lille, comment il y aura spectateurs. Et ceux qui vont venir, ils vont venir pour voir un match, et encore s'ils ne font pas des bons résultats, il n'y aura personne.
Non, moi je vois pas. Il ne peut pas créer d'émulation peut-être avec le public local, peut-être, non, je sais pas, non, le public je pense du pas. Mans Parce qu'il y a, se dire un peu versaillais pendant quelques temps. Déjà au Mans, quand tu regardes un match le lundi soir du Mans à la télé, il y a quoi? Il y a pas énormément de. Il y a 3 personnes. Enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup de personnes. À Lille et la concurrence, ils vont plus préférer aller voir le LOSC que non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je veux dire, je souhaite pas. Moi, je pense que ce serait bien qu'ils montent, mais qu'ils restent dans leur stade. Et je voudrais bien que leur stade soit réaménagé, qu'ils puissent le faire. Et là, je pense que là, ça créera une émulation et ils seront proches. Pierre Chevalier. C'est ça, je crois que c'est ça sur lequel il faut rebondir, c'est qu'il souhaitait, c'est que, bon, on écarte le fait que pour l'instant c'est pas fait. C'est loin d'être fait. Il y a finalement un mois, on en parlait un petit peu plus sereinement de la montée, en disant Versailles était en tête et la tête à les épaules. Et là, pour le coup, ils sont bien descendus après match nul et défaite, et que là c'est pas fait. Ça, mis à part, le problème majeur, c'est finalement de désolidariser l'équipe de sa ville, et que, pour bien connaître les problématiques de la ville de Versailles, c'est justement mettre le paquet sur la possibilité de réhabiliter Montberon avec ces fameux mags d'éclairage dont on parle depuis le départ, en disant que c'est pour pouvoir évoluer en Ligue 2, s'ils y accèdent, il faut pouvoir jouer en nocturne, notamment le lundi soir, et notamment à d'autres périodes d'affluence où là, les spectateurs sont là plutôt le soir, et donc il faut justement avoir de la lumière chez le Roi Soleil. Une fois que ça c'est dit, en gros, le reste c'est du pis-aller. C'est-à-dire aller à Lille, aller au Mans, c'est sportivement antinomique. C'est-à-dire que c'est effectivement on se désolidarise là pour le coup de la base, des supporters qui ne vont finalement pas plus à Jean-Bouin qu'à Versailles même. Donc déjà on a un élément de réponse en disant que cette saison en national, malgré les bons résultats de Versailles jusqu'à maintenant, il y a peu de monde à Jean-Bouin qui est à 20 minutes de Versailles. Imaginez 2 heures à Lille, 2 heures et quart au Mans, on se coupe de la base, donc on se coupe de nos spectateurs. Normalement, ce n'est pas possible par rapport de demander une dérogation à Louis XVI. Louis XIV. Louis XIV, parce que je le rappelle, on ne peut pas jouer au stade Mauboron, enfin en tout cas avec l'éclairage actuel, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de source lumineuse depuis la chambre du Roi Soleil. Du coup, on ne peut pas jouer à Versailles. Mais après, il y aura aussi d'autres problématiques, sûrement en termes de place. Voilà, il n'y aura pas forcément assez de place pour pouvoir accueillir des matchs de Ligue 2 aussi. Mieux vaut remplir il pourrait y avoir des problèmes là-dessus. À chaque match, avec les mâts d'éclairage qui vont, que d'avoir 4 Pékins au Mans ou à Lille. On suivra le dossier avec attention. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Michael Jordan, peut-être le plus grand basketteur de tous les temps. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.